Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Le Dr Ox par Jules Verne. Avertissement de l'éditeur. Ce nouveau volume de Jules Verne est composé de nouvelles écrites par lui à des époques très différentes les unes des autres. Le Dr Ox est de date presque récente et a été inspiré à l'auteur des Voyages extraordinaires par une expérience très intéressante faite à Paris il y a quelques années. Mais les autres nouvelles intitulées Maître Zacharius, Un hivernage dans les glaces et Un drame dans les airs ont été écrites il y a plus de 20 ans et par conséquent sont antérieures à la série des œuvres qui ont si justement rendu célèbre le nom de Monsieur Jules Verne. Il nous a paru nécessaire de faire figurer ces nouvelles dans l'œuvre complète de Jules Verne, qu'elles ne dépareront pas assurément. Dans quelques-unes, les lecteurs découvriront, pressentiront le germe des ouvrages plus importants, tels que 5 semaines en ballon, Le Capitaine Hatteras et Le Pays des Fourrures, qu'il a publié depuis avec tant de succès. Ils trouveront intéressant de voir comment ces sujets se sont d'abord présentés à l'esprit de l'auteur, et comment son talent mouru les a développés plus tard, sous l'influence d'études plus approfondies. Après avoir eu les tableaux, il leur paraîtra curieux d'avoir sous les yeux les esquisses. Sous ce titre, 40e ascension française au Mont Blanc, un récit, celui d'une ascension qui n'a rien d'imaginaire, termine ce volume. Le récit et le voyage même ont été faits par Monsieur Paul Verne, frère de Monsieur Jules Verne. Nous avons cru bon de mettre en regard des voyages extraordinaires de Jules Verne, la narration de cette excursion faite par son frère, dans des circonstances véritablement difficiles, et qui place Monsieur Paul Verne au premier rang de nos ascensionnistes français, dans les Alpes. De cet ensemble, il résulte un volume dont les éléments sont très variés, un mélange de conceptions réelles, fantastiques et imaginaires, auquel nous avons l'espoir que notre public fera bon accueil. J. Hetzel. Une fantaisie du Dr Ox. Chapitre 1. Comme quoi il est inutile de chercher, même sur les meilleures cartes, la petite ville de Quiquendone. Si vous cherchez sur une carte des Flandres, ancienne ou moderne, la petite ville de Quiquendone, il est probable que vous ne l'y trouverez pas. Quiquendone est-elle donc une cité disparue? Non. Une ville à venir? Pas davantage. Elle existe, en dépit des géographies, et cela depuis 8 à 900 ans. Elle compte même 2393 âmes, en admettant une âme par chaque habitant. Elle est située à 13 km et demi dans le nord-ouest d'Audenarde, et à 15 km un quart dans le sud-est de Bruges, en pleine Flandre. Le Var, petit affluent de l'Escaut, passe sous ces 3 ponts, encore recouverts d'une antique toiture du Moyen-Âge, comme à Tournai. On y admire un vieux château, dont la première pierre fut posée, en 1197, par le comte Baudouin, futur empereur de Constantinople, et un hôtel de ville à demi-fenêtre gothique, couronné d'un chapelet de créneaux, que domine un beffroi à tourelles, élevé de 357 pieds au-dessus du sol. On y entend, à chaque heure, un carillon de 5 octaves, véritable piano aérien, dont la renommée surpasse celle du célèbre carillon de Bruges. Les étrangers, s'il en est jamais venu à Quiquendone, ne quittent point cette curieuse ville sans avoir visité sa salle des statuaires, ornée du portrait en pied de Guillaume de Nassau par Brandon, le jubé de l'église Saint-Magloire, chef-d'œuvre de l'architecture du XVIe siècle, le puits en fer forgé qui se creuse au milieu de la grande place Saint-Ernuph, dont l'admirable ornementation est due au peintre forgeron Quentin Médicis. Le tombeau élevé autrefois à Marie de Bourgogne, fille de Charles le Téméraire, qui repose maintenant dans l'église de Notre-Dame de Bruges, etc. Enfin, Quiquendone a pour principale industrie la fabrication des crèmes fouettées et des sucres d'orge sur une grande échelle. Elle est administrée de père en fils depuis plusieurs siècles, par la famille Van Tricasse. Et pourtant Quiquendone ne figure pas sur la carte des Flandres.
Est-ce oubli des géographes? Est-ce omission volontaire? C'est ce que je ne puis vous dire, mais Quiquendone existe bien réellement avec ses rues étroites, son enceinte fortifiée, ses maisons espagnoles, sa halle et son bourgmestre, à telle enseigne qu'elle a été récemment le théâtre de phénomènes surprenants, extraordinaires, invraisemblables autant que véridiques, et qui vont être fidèlement rapportés dans le présent récit. Certes, il n'y a aucun mal à dire ni à penser des Flamands de la Flandre occidentale. Ce sont des gens de bien, sages, parcimonieux, sociables, d'humeur égale, hospitaliers, peut-être un peu lourds par le langage et l'esprit, mais cela n'explique pas pourquoi l'une des plus intéressantes villes de leur territoire en est encore à figurer dans la cartographie moderne. Cette omission est certainement regrettable. Si encore l'histoire, ou à défaut de l'histoire les chroniques, ou à défaut des chroniques, la tradition du pays, faisait mention de Quiquendone. Mais non, ni les atlas, ni les guides, ni les itinéraires n'en parlent. Monsieur Johan lui-même, le perspicace dénicheur de bourgades, n'en dit pas un mot. On conçoit combien ce silence doit nuire au commerce, à l'industrie de cette ville. Mais nous nous hâterons d'ajouter que Quiquendone n'a ni industrie ni commerce, et qu'elle s'en passe le mieux du monde. Ses sucres d'orge et ses crèmes fouettées, elle les consomme sur place et ne les exporte pas. Enfin, les Quiquendoniens n'ont besoin de personne. Leurs désirs sont restreints, leur existence est modeste, ils sont calmes, modérés, froids, flegmatiques, en un mot flamands, comme il s'en rencontre encore quelquefois entre l'Escaut et la mer du Nord. Fin du chapitre. Chapitre 2, où le bourgmestre Van Tricasse et le conseiller Niklos s'entretiennent des affaires de la ville. Vous croyez? Demanda le bourgmestre. Je le crois, répondit le conseiller après quelques minutes de silence. C'est qu'il ne faut point agir à la légère, reprit le bourgmestre. Voilà 10 ans que nous causons de cette affaire si grave, répliqua le conseiller Niklos, et je vous avoue, mon digne Van Tricasse, que je ne puis prendre encore sur moi de me décider. Je comprends votre hésitation, reprit le bourgmestre, qui ne parla qu'après un bon quart d'heure de réflexion, je comprends votre hésitation, et je la partage. Nous ferons sagement de ne rien décider, avant un plus ample examen de la question. Il est certain, répondit Niklos, que cette place de commissaire civil est inutile dans une ville aussi paisible que Quiquendone. Notre prédécesseur, répondit Van Tricasse d'un ton grave, notre prédécesseur ne disait jamais, n'aurait jamais osé dire qu'une chose est certaine. Toute affirmation est sujette à des retours désagréables. Le conseiller hocha la tête en signe d'assentiment, puis il demeura silencieux une demi-heure environ. Après ce laps de temps, pendant lequel le conseiller et le bourgmestre ne remuèrent pas même un doigt, Niklos demanda à Van Tricasse si son prédécesseur, il y a quelque 20 ans, n'avait pas eu comme lui la pensée de supprimer cette place de commissaire civil, qui, chaque année, grevait la ville de Quiquendone d'une somme de 1375 francs et des centimes. En effet, répondit le bourgmestre, qui porta avec une majestueuse lenteur sa main à son front limpide, en effet, mais ce digne homme est mort avant d'avoir osé prendre une détermination, ni à cet égard, ni à l'égard d'aucune autre mesure administrative. C'était un sage. Pourquoi ne ferais-je pas comme lui? Le conseiller Niklos eût été incapable d'imaginer une raison qui pût contredire l'opinion du bourgmestre. L'homme qui meurt sans s'être jamais décidé à rien pendant sa vie, ajouta gravement Van Tricasse, est bien près d'avoir atteint la perfection en ce monde. Cela dit, le bourgmestre pressa du bout du petit doigt un timbre au son voilé, qui fit entendre moins un son qu'un soupir. Presque aussitôt, quelques pas légers glissèrent doucement sur les carreaux du palier. Et une souris n'eût pas fait moins de bruit, en trottinant sur une épaisse moquette. La porte de la chambre s'ouvrit en tournant sur ses gonds huilés. Une jeune fille blonde à longues tresses apparut. C'était Suzel Van Tricasse, la fille unique du bourgmestre.
Elle remit à son père avec sa pipe bourrée à point un petit brasero de cuivre, ne prononça pas une parole, et disparut aussitôt, sans que sa sortie eût produit plus de bruit que son entrée. L'honorable bourgmestre alluma l'énorme fourneau de son instrument, et s'effaça bientôt dans un nuage de fumée bleuâtre, laissant le conseiller Niklos plongé au milieu des plus absorbantes réflexions. La chambre dans laquelle causaient ainsi ces deux notables personnages, chargés de l'administration de Quiquendone, était un parloir richement orné de sculptures en bois sombre. Une haute cheminée, vaste foyer dans lequel eût pu brûler un chêne ou rôtir un bœuf, occupait tout un panneau du parloir, et faisait face à une fenêtre à treillis, dont les vitraux peinturlurés tamisaient doucement les rayons du jour. Dans un cadre antique, au-dessus de la cheminée, apparaissait le portrait d'un bonhomme quelconque, attribué à Hemling, qui devait représenter un ancêtre des Van Tricasse, dont la généalogie remonte authentiquement au XIVe siècle, époque à laquelle les Flamands et Guy de Dampierre eurent à lutter contre l'empereur Rodolphe de Habsbourg. Ce parloir faisait partie de la maison du bourgmestre, l'une des plus agréables de Quiquendone. Construite dans le goût flamand et avec tout l'imprévu, le caprice, le pittoresque, le fantaisiste que comporte l'architecture ogivale, on la citait entre les plus curieux monuments de la ville. Un couvent de Chartreux, ou un établissement de sourds-muets, n'eussent pas été plus silencieux que cette habitation. Le bruit n'y existait pas, on n'y marchait pas, on y glissait, on n'y parlait pas, on y murmurait. Et cependant les femmes ne manquaient point à la maison, qui, sans compter le bourgmestre Van Tricasse, abritait encore sa femme, Madame Brigitte Van Tricasse, sa fille, Suzel Van Tricasse, et sa servante, Lotche Jean Chéhu. Il convient de citer aussi la sœur du bourgmestre, la tante Hermance, vieille fille répondant encore au nom de Tatanémance, que lui donnait autrefois sa nièce Suzel, du temps qu'elle était petite fille. Eh bien, malgré tous ces éléments de discorde, de bruit, de bavardage, la maison du bourgmestre était calme comme le désert. Le bourgmestre était un personnage de 50 ans, ni gras ni maigre, ni petit ni grand, ni vieux ni jeune, ni coloré ni pâle, ni gai ni triste, ni content ni ennuyé, ni énergique ni mou, ni fier ni humble, ni bon ni méchant, ni généreux ni avare, ni brave ni poltron, ni trop peu, ne quid ni miss, un homme modéré en tout, mais à la lenteur invariable de ses mouvements, à sa mâchoire inférieure un peu pendante, à sa paupière supérieure immuablement relevée, à son front uni comme une plaque de cuivre jaune et sans une ride, à ses muscles peu saillants, un physionomiste eût sans peine reconnu que le bourgmestre Van Tricasse était le flegme personnifié. Jamais, ni par la colère, ni par la passion, jamais une émotion quelconque n'avait accéléré les mouvements du cœur de cet homme ni rougi sa face, jamais ses pupilles ne s'étaient contractées sous l'influence d'une irritation, si passagère qu'on voudrait la supposer. Il était invariablement vêtu de bons habits ni trop larges ni trop étroits, qu'il ne parvenait pas à user. Il était chaussé de gros souliers carrés à triple semelle et à boucles d'argent, qui, par leur durée, faisaient le désespoir de son cordonnier. Il était coiffé d'un large chapeau, qui datait de l'époque à laquelle la Flandre fut décidément séparée de la Hollande, ce qui attribuait à ce vénérable couvre-chef une durée de 40 ans. Mais que voulez-vous? Ce sont les passions qui usent le corps aussi bien que l'âme, les habits aussi bien que le corps, et notre digne bourgmestre, apathique, indolent, indifférent, n'était passionné en rien. Il n'usait pas, et ne s'usait pas, et par cela même, il se trouvait précisément l'homme qu'il fallait pour administrer la cité de Quiquendone et ses tranquilles habitants. La ville, en effet, n'était pas moins calme que la maison Van Tricasse. Or c'était dans cette paisible demeure que le bourgmestre comptait atteindre les limites les plus reculées de l'existence humaine, après avoir vu toutefois la bonne Madame Brigitte Van Tricasse, sa femme, le précéder au tombeau, où elle ne trouverait certainement pas un repos plus profond que celui qu'elle goûtait depuis 60 ans sur la terre.
Ceci mérite une explication. La famille Van Tricasse aurait pu s'appeler justement la famille Jeannot. Voici pourquoi. Chacun sait que le couteau de ce personnage typique est aussi célèbre que son propriétaire, et non moins inusable, grâce à cette double opération incessamment renouvelée, qui consiste à remplacer le manche quand il est usé, et la lame quand elle ne vaut plus rien. Telle était l'opération, absolument identique, pratiquée depuis un temps immémorial dans la famille Van Tricasse, et à laquelle la nature s'était prêtée avec une complaisance un peu extraordinaire. Depuis 1340, on avait toujours vu invariablement un Van Tricasse, devenu veuf, se remarier avec une Van Tricasse, plus jeune que lui, qui, veuve, convolait avec un Van Tricasse plus jeune qu'elle, qui veuf, etc. Sans solution de continuité. Chacun mourait à son tour, avec une régularité mécanique. Or, la digne Madame Brigitte Van Tricasse en était à son deuxième mari, et à moins de manquer à tous ses devoirs, elle devait précéder dans l'autre monde son époux, de 10 ans plus jeune qu'elle, pour faire place à une nouvelle Van Tricasse. Sur quoi l'honorable bourgmestre comptait absolument, afin de ne point rompre les traditions de la famille. Telle était cette maison, paisible et silencieuse, dont les portes ne criaient pas, dont les vitres ne grelottaient pas, dont les parquets ne gémissaient pas, dont les cheminées ne ronflaient pas, dont les girouettes ne grinçaient pas, dont les meubles ne craquaient pas, dont les serrures ne cliquetaient pas, et dont les hôtes ne faisaient pas plus de bruit que leur ombre. Le divin Harpocrate l'eût certainement choisi pour le temple du silence. Fin du chapitre. Chapitre 3, où le commissaire Passauf fait une entrée aussi bruyante qu'inattendue. Lorsque l'intéressante conversation que nous avons rapportée plus haute avait commencé entre le conseiller et le bourgmestre, il était 2h03 après-midi. Ce fut à 3h45 que Van Tricasse alluma sa vaste pipe, qui pouvait contenir un quart de tabac. Et ce fut à 5h35 seulement qu'il acheva de fumer. Pendant tout ce temps, les deux interlocuteurs n'échangèrent pas une seule parole. Vers 6h, le conseiller, qui procédait toujours par prétermission ou aposiopèse, reprit en ces termes. Ainsi nous nous décidons, à ne rien décider, répliqua le bourgmestre. Je crois en somme que vous avez raison, Van Tricasse. Je le crois aussi, Niklos. Nous prendrons une résolution à l'égard du commissaire civil quand nous serons mieux édifiés, plus tard. Nous ne sommes pas à 1 mois près. Ni même à 1 année, répondit Niklos, en dépliant son mouchoir de poche, dont il se servit d'ailleurs, avec une discrétion parfaite. Un nouveau silence, qui dura une bonne heure, s'établit encore. Rien ne troubla cette nouvelle halte dans la conversation, pas même l'apparition du chien de la maison, l'honnête Lento, qui, non moins flegmatique que son maître, vint faire poliment un tour de parloir. Digne chien. Un modèle pour tous ceux de son espèce. Il eût été en carton, avec des roulettes aux pattes, qu'il n'eût pas fait moins de bruit pendant sa visite. Vers 8h, après que Lotche eut apporté la lampe antique à verre dépoli, le bourgmestre dit au conseiller. Nous n'avons pas d'autre affaire urgente à expédier, Niklos ? Non, Van Tricasse, aucune que je sache. Ne m'a-t-on pas dit, cependant, demanda le bourgmestre, que la tour de la porte d'Audenarde menaçait ruine ? En effet, répondit le conseiller, et vraiment, je ne serais pas étonné qu'un jour ou l'autre elle écrasât quelques passants. Oh ? reprit le bourgmestre, avant qu'un tel malheur arrive, j'espère bien que nous aurons pris une décision à l'endroit de cette tour. Je l'espère, Van Tricasse. Il y a des questions plus pressantes à résoudre. Sans doute, répondit le conseiller, la question de la halle au cuir, par exemple. Est-ce qu'elle brûle toujours ? demanda le bourgmestre. Toujours, depuis 3 semaines. N'avons-nous pas décidé en conseil de la laisser brûler ? Oui, Van Tricasse, et cela sur votre proposition.
Ne était-ce pas le moyen le plus sûr et le plus simple d'avoir raison de cet incendie? Sans contredit. Eh bien, attendons. C'est tout? C'est tout, répondit le conseiller, qui se grattait le front comme pour s'assurer qu'il n'oubliait pas quelque affaire importante. Ah, fit le bourgmestre, n'avez-vous pas entendu parler aussi d'une fuite d'eau qui menace d'inonder le bas quartier de Saint-Jacques? En effet, répondit le conseiller. Il est même fâcheux que cette fuite d'eau ne se soit pas déclarée au-dessus de la halle au cuir. Elle eût naturellement combattu l'incendie, et cela nous aurait épargné bien des frais de discussion. Que voulez-vous, Niklos? Répondit le digne bourgmestre, il n'y a rien d'illogique comme les accidents. Ils n'ont aucun lien entre eux, et l'on ne peut pas, comme on le voudrait, profiter de l'un pour atténuer l'autre. Cette fine observation de Van Tricasse exigea quelque temps pour être goûtée par son interlocuteur et ami. Mais, reprit quelques instants plus tard le conseiller Niklos, nous ne parlons même pas de notre grande affaire. Quelle grande affaire? Nous avons donc une grande affaire, demanda le bourgmestre. Sans doute. Il s'agit de l'éclairage de la ville, et... Ah oui, répondit le bourgmestre, si ma mémoire est fidèle, vous voulez parler de l'éclairage du docteur Ox? Précisément, non? Eh bien? Cela marche, Niklos, répondit le bourgmestre. On procède déjà à la pose des tuyaux, et l'usine est entièrement achevée. Peut-être nous sommes-nous un peu pressés dans cette affaire, dit le conseiller en hochant la tête. Peut-être, répondit le bourgmestre, mais notre excuse, c'est que le docteur Ox fait tous les frais de son expérience. Cela ne nous coûtera pas un denier. C'est en effet notre excuse. Puis, il faut bien marcher avec son siècle. Si l'expérience réussit, Quiquendone sera la première ville des Flandres éclairée au gaz oxy. Comment appelle-t-on ce gaz-là? Le gaz oxyhydrique. Va donc pour le gaz oxyhydrique. En ce moment, la porte s'ouvrit, et Lotche vint annoncer au bourgmestre que son souper était prêt. Le conseiller Niklos se leva pour prendre congé de Van Tricasse, que tant de décisions prises et tant d'affaires traitées avaient mis en appétit, puis il fut convenu que l'on assemblerait dans un délai assez éloigné le conseil des notables, afin de décider si l'on prendrait provisoirement une décision sur la question véritablement urgente de la tour d'Audenarde. Les deux dignes administrateurs se dirigèrent alors vers la porte qui s'ouvrait sur la rue, l'un reconduisant l'autre. Le conseiller, arrivé au dernier palier, alluma une petite lanterne qui devait le guider dans les rues obscures de Quiquendone, que l'éclairage du docteur Ox n'illuminait pas encore. La nuit était noire, on était au mois d'octobre, et un léger brouillard embrumait la ville. Les préparatifs de départ du conseiller Niklos demandèrent un bon quart d'heure, car après avoir allumé sa lanterne, il dut chausser ses gros socques articulés en peau de vache, et ganter ses épaisses moufles en peau de mouton, puis il releva le collet fourré de sa redingote, rabattit son feutre sur ses yeux, assura dans sa main son lourd parapluie à bec de corbin, et se disposa à sortir. Au moment où Lotche, qui éclairait son maître, allait retirer la barre de la porte, un bruit inattendu éclata au dehors. Oui, dut la chose paraître invraisemblable, un véritable bruit, tel que la ville n'en avait certainement pas entendu depuis la prise du donjon par les Espagnols, en 1513. Un effroyable bruit éveilla les échos si profondément endormis de la vieille maison Van Tricasse. On heurtait cette porte, vierge jusqu'alors de tout attouchement brutal. On frappait à coups redoublés avec un instrument contondant, qui devait être un bâton noueux, manié par une main robuste. Au coup se mêlaient des cris, un appel. On entendait distinctement ces mots. Monsieur Van Tricasse, monsieur le bourgmestre, ouvrez, ouvrez vite. Le bourgmestre et le conseiller, absolument ahuris, se regardaient sans mot dire. Ceux-ci passaient leur imagination.
On eût tiré dans le parloir la vieille coulevrine du château, qui n'avait pas fonctionné depuis 1385, que les habitants de la maison Van Tricasse n'auraient pas été plus épatés. Qu'on nous passe ce mot, qu'on excuse sa trivialité en faveur de sa justesse. Cependant, les coups, les cris, les appels redoublaient. Lotche, reprenant son sang-froid, se hasarda à parler. « Qui est là ?» demanda-t-elle. « C'est moi, moi. »« Qui, vous ?»« Le commissaire Passauf ?»« Le commissaire Passauf, celui-là même dont il était question depuis 10 ans, de supprimer la charge. Que se passait-il donc ? Les Bourguignons auraient-ils envahi Quiquendone, comme au XIVe siècle ? Il ne fallait rien moins qu'un événement de cette importance pour émotionner à ce point le commissaire Passauf, qui ne le cédait en rien, pour le calme et le flegme, au bourgmestre lui-même. Sur un signe de Van Tricasse, car le digne homme n'aurait pu articuler une parole, la barre fut repoussée, et la porte s'ouvrit. Le commissaire Passauf se précipita dans l'antichambre. On eût dit un ouragan. Qu'y a-t-il, monsieur le commissaire ? Demanda Lotche, une brave fille qui ne perdait pas la tête dans les circonstances les plus graves. Ce qu'il y a, répondit Passauf, dont les gros yeux ronds exprimaient une émotion réelle. Il y a que je viens de la maison du docteur Ox, où il y avait réception, et que là, là, fit le conseiller. Là, j'ai été témoin d'une altercation telle que, monsieur le bourgmestre, on a parlé politique. Politique ? Répéta Van Tricasse en hérissant sa perruque. Politique, reprit le commissaire Passauf, ce qui ne s'était pas fait depuis 100 ans peut-être à Quiquendone. Alors la discussion s'est montée, et l'avocat André Choute et le médecin Dominique Custos se sont pris à partie avec une violence qui les amènera peut-être sur le terrain. Sur le terrain ? S'écria le conseiller. Un duel. Un duel à Quiquendone. Et que se sont donc dit l'avocat Choute et le médecin Custos ? Ceci textuellement, monsieur l'avocat, a dit le médecin à son adversaire, vous allez un peu loin, ce me semble, et vous ne songez pas suffisamment à mesurer vos paroles. Le bourgmestre Van Tricasse joignit les mains. Le conseiller pâlit, et laissa choir sa lanterne. Le commissaire hocha la tête. Une phrase si évidemment provocatrice, prononcée par deux notables du pays. Ce médecin Custos, murmura Van Tricasse, est décidément un homme dangereux, une tête exaltée. Venez, messieurs. Et sur ce, le conseiller Niclos et le commissaire rentrèrent dans le parloir avec le bourgmestre Van Tricasse. Fin du chapitre. Chapitre 4, où le docteur Ox se révèle comme un physiologiste de premier ordre et un audacieux expérimentateur. Quel est donc ce personnage connu sous le nom bizarre de Dr Ox ? Un original à coup sûr, mais en même temps un savant audacieux, un physiologiste dont les travaux sont connus et appréciés de toute l'Europe savante, un rival heureux des Davy, des Dalton, des Bostock, des Menzies, des Godwin, des Vieror, de tous ces grands esprits qui ont mis la physiologie au premier rang des sciences modernes. Le docteur Ox était un homme demi-gros, de taille moyenne, âgé de. Mais nous ne saurions préciser son âge, non plus que sa nationalité. D'ailleurs, peu importe, il suffit qu'on sache bien que c'était un étrange personnage, au sang chaud et impétueux, véritable excentrique échappé d'un volume d'Hoffmann, et qui contrastait singulièrement, on en peut douter, avec les habitants de Quiquendone. Il avait en lui, en ses doctrines, une imperturbable confiance. Toujours souriant, marchant tête haute, épaules dégagées, aisément, librement, regard assuré, larges narines bien ouvertes, vaste bouche qui humait l'air par grandes aspirations, sa personne plaisait à voir. Il était vivant, lui, bien équilibré dans toutes les parties de sa machine, bien allant, avec du vif argent dans les veines, et un sang d'aiguille sous les pieds.
Aussi ne pouvait-il jamais rester en place, et s'échappait-il en paroles précipitées et en gestes surabondants. Était-il donc riche, ce Dr. Ox, qui venait entreprendre à ses frais l'éclairage d'une... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.